d'abord, merci pour l'introduction et merci pour l'invitation au Colloquium. Alors, je vais effectivement vous parler surtout en fait de raisonnement inductif plus que d'intelligence artificielle, et avec un point de vue vraiment théorie de l'information et comment ça se relie aux techniques actuelles en apprentissage statistique et intelligence artificielle. Donc, le point de départ, c'est vraiment de se demander qu'est-ce que c'est que le raisonnement inductif. Donc, en particulier, est-ce que le raisonnement inductif, c'est quelque chose de bien défini ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu mou philosophiquement? Donc, l'exemple classique, le prototype, c'est je vous donne une suite d'entiers, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et je vous demande qu'est-ce qui vient après. Donc, là, en général, à peu près tout le monde, à partir de 8 ans, sait donner une réponse, sauf les mathématiciens. Donc, les mathématiciens, en général, quand on leur pose ce problème-là, empiriquement, on voit que le mathématicien… Pardon. Empiriquement, on voit que le mathématicien… Tu veux recevoir ça? Tu n'as pas de… Excuse-moi, vas-y. c'est absolument important que tout le monde coupe son micro là. Par contre, Beaucoup. Il y a un truc bip bip là. Oui, si les gens pouvaient couper leur micro, s'il vous plaît. Là, c'est un peu compliqué. Ok, donc je continue. Donc, si on présente une suite d'entiers du type 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et qu'on demande ce qui vient après, en général, le mathématicien, en tout cas les mathématiciens sur qui j'ai fait le test, refusent de répondre, contrairement aux enfants de 8 ans, et se lance dans des considérations assez philosophiques sur oui, mais toutes les suites sont possibles, il n'y a pas de suites qui sont plus spéciales que d'autres, etc. etc. Donc évidemment, c'est un raisonnement inductif, donc ce n'est pas le même type que le raisonnement déductif dont on a l'habitude en mathématiques. Mais je vais essayer de vous convaincre que s'il y a une théorie mathématique parfaitement définie de ce que c'est que la bonne réponse dans ce genre de situation. Et l'intuition, bien sûr, c'est pourquoi on a tous envie de répondre 16 quand on dit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est l'intuition du rasoir d'Occam qui est que c'est la réponse qui a l'air la plus simple. Et cette intuition, elle peut être formalisée, c'est la question qu'on va regarder. Et une fois qu'on aura défini cette formalisation, on peut se demander est-ce que ça a un rapport avec la manière dont on fait de l'apprentissage statistique actuellement. Et là, la réponse est plus ou moins. Donc, les principes de base de la théorie dont je vais vous parler sont en fait très anciens. Enfin, très anciens, ils remontent à plus de 50 ans. Donc, c'est des travaux d'un article de 1964 qui s'appelle « Une théorie formelle de l'inférence inductive ». Et l'article est assez moderne parce que dedans, il pose déjà les principes de la théorie. Et ensuite, il y a des exemples de type apprentissage de grammaire à partir de modèles markoviens, etc. Donc, c'est assez… moi, j'étais surpris de lire ça en 1964. Surtout que les modèles markoviens pour la grammaire à l'époque, ce n'était pas quelque chose de très, très établi non plus. Avec des exemples, des calculs, etc. Voilà, donc c'est assez amusant de voir ça. Alors, l'ingrédient crucial là-dedans, c'est quelque chose qui s'appelle la complexité de Kolmogorov, et donc qui va nous permettre de formaliser ce que c'est que le principe du rasoir d'Occam. Donc ici, je vais considérer des objets encodés en binaire. Je vais vous parler après de est-ce que l'encodage est important ou pas. Mais là, pour simplifier, je vais supposer que tous mes objets sont encodés en binaire comme c'est le cas sur un disque dur. Donc, c'est des suites de 0 et de 1, des suites finies de 0 et de 1. Donc, la complexité de Kolmogorov d'une suite finie de 0 et de 1, c'est la longueur du plus petit programme qui imprime cette suite. Et donc, ça va nous permettre d'expliquer que la suite de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, il y a un programme très simple qui imprime cette suite-là, alors que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 42, c'est un programme un petit peu plus compliqué, a priori. Donc, formellement, comment on définit ça? On se fixe
un ordinateur ou une machine de Turing universelle. Et une machine de Turing universelle, c'est une fonction mathématique qui prend un programme et qui l'exécute et qui renvoie la sortie du programme. Et elle est universelle, ça veut juste dire que en choisissant le programme P qu'on donne en argument à la machine de Turing, on peut réaliser n'importe quel calcul qu'on veut. Et donc, la complexité de Kolmogorov de X, c'est la plus petite longueur du programme P, tel que si on exécute le programme P sur la machine de Turing, le résultat, c'est X. Et donc, les exemples qu'on a, par exemple, si vous prenez une suite de 1, une suite constante de 1, infinie, sa complexité de Kolmogorov est très faible parce qu'il y a un programme de une ligne qui imprime la suite constante de 1. Si vous prenez une suite constante de 1 mais avec un 0 quelque part au milieu, la complexité de Kolmogorov est un peu plus grande parce que c'est un programme de 2 lignes maintenant, ou 3 lignes, avec un if qui dit on imprime des 1 sauf si on est à la position 42, et si on est à la position 42, on écrit un 0. Ça, c'est plus compliqué. Donc ça rejoint le problème du raisonnement inductif. Je pense qu'une des plus anciennes discussions philosophiques, c'est chez Hume qui disait quelle est la probabilité que le soleil se lève demain, sachant que le soleil s'est déjà levé n fois. Et là, ici, on peut déjà avoir un début de réponse à cette question en considérant que la complexité d'une suite, si on a déjà vu n fois un 1, c'est plus compliqué de voir un 0 demain que de voir un 1 demain une fois de plus. Et donc, l'idée de base pour la prédiction avec ce modèle, c'est si vous avez vu le début de la suite, x1, xn, vous allez faire la prévision xn plus 1, qui est celle qui minimise la complexité de Kolmogorov de l'ensemble. Ça, c'est un principe de prédiction qu'on peut poser. Ça ne donne aucune preuve sur ce qui va se passer demain, parce qu'évidemment, j'ai aucun moyen de vous donner une preuve mathématique de ce qui va se passer demain. Mais ça prouve au moins qu'il y a une vraie différence mathématique entre la suite de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et la suite de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 42. Donc, ce n'est pas du tout vrai que toutes les suites entières ont, entre guillemets, le même statut ou qu'elles sont toutes équivalentes. Ça n'est pas vrai. Ensuite, donc, comment ça se relie à la théorie de l'apprentissage? Donc là, je vous ai parlé plutôt de la théorie de la prévision. Donc, en théorie de l'apprentissage, très souvent, on veut apprendre une fonction f, on a des observations xi, yi, et on veut apprendre une fonction f telle que f de xi, c'est yi. Donc, par exemple, si vous voulez reconnaître des images ou faire de la régression ou de la classification, ça se pose comme ça. Et on peut ramener ça à un problème de prévision de suite. Tout simplement, si je vous donne x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, je vous donne x4 et je vous demande ce qui vient ensuite. Donc, ça, c'est un exemple qui couvre la prévision et l'apprentissage de fonctions ou la classification. N'hésitez pas à poser des questions. L'exposé, il ne va pas y avoir énormément de théorèmes, ça va être plutôt des principes généraux, donc n'hésitez pas à intervenir hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui vous semblent, ou avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. Donc, je continue. Donc, l'idée de base derrière ça, c'est que quand vous avez un objet et qu'il y a certaines parties d'un objet qui sont prévisibles à partir d'autres parties de l'objet, parce qu'il y a des relations simples à l'intérieur de l'objet satisfait des équations, si vous voulez, alors ces relations simples à l'intérieur de l'objet peuvent être utilisées pour donner une description de l'objet qui est plus courte que l'objet lui-même, puisqu'on peut enlever les parties qui sont prévisibles à partir des autres. Donc, par exemple, le texte en langage naturel ou les images ont énormément d'informations redondantes. Par exemple, dans du texte en français, en fait, on peut enlever toutes les voyelles et ça se lit encore très bien. Donc, c'est très comprimable. Et pareil, les images, vous avez énormément de relations entre la couleur d'un pixel et la couleur des pixels proches. Donc, il y a énormément de structures dans les données, et ce qui veut dire que ces données peuvent être fortement comprimées, et donc elles ont une complexité de Kolmogorov qui est beaucoup plus petite que leur taille. Et ça veut dire qu'il y a de la structure dedans. Donc ça, c'est un critère
qui est de plus en plus utilisé dans l'apprentissage statistique non supervisé. C'est-à-dire que bon, l'apprentissage statistique classique, c'est on a des données et on veut prédire, on veut faire de la classification par exemple, donc on veut prédire le label d'une donnée, donc on veut pas prédire le mot qui correspond à une image par exemple. Ça c'est le cas supervisé. Dans le cas non supervisé, on vous donne juste une grande quantité de texte ou une grande quantité d'images et on vous dit pas ce qu'il faut faire. Et il faut comprendre quelque chose, il faut comprendre la structure de ce qu'on voit. Et une approche standard maintenant pour comprendre la structure dans des problèmes non supervisés comme ça, c'est d'essayer de prédire certaines parties à partir d'autres parties. Par exemple, si vous avez une base de données d'images, vous pouvez commencer à faire un entraînement non supervisé en masquant des parties aléatoires de l'image et en voyant si vous arrivez à les prédire. Et plus vous y arrivez bien, plus vous comprenez en fait la structure de l'image, et plus vous apprenez des représentations en termes de réseaux de neurones, etc. Donc plus vous apprenez des fonctions qui sont utiles après, qui sont utiles en aval si on vous propose d'autres problèmes ensuite sur la même base de données. Donc c'est une approche qui commence à se répandre. Et donc c'était un principe de base auto-illustratif qui avait été proposé par Gregory Chaitin dans les années 70. Il disait la compréhension, c'est la compression. Donc c'est la même chose avec une syllabe de moins, qu'on utilise ici. Alors à l'inverse, il y a une situation totalement inverse, c'est les objets qui sont purement non structurés. Donc c'est quoi un objet purement non structuré? C'est un objet qui n'est pas compressible. Donc sa complexité de Kolmogorov est du même ordre que sa taille. Et donc c'est des objets purement aléatoires, et dans ce cas-là, il n'y a rien à voir, rien à apprendre, et donc on peut rien faire de tels objets en général. Donc ça vous donne une notion d'objet aléatoire. Elle est compatible avec les probabilités classiques, au sens où, par exemple, si vous prenez un nombre aléatoire entre 0 et 1, uniformément selon la mesure de Lebesgue, et que vous regardez la suite des chiffres en binaire ou dans n'importe quelle base, en fait, vous allez avoir un objet qui est bien incompressible au sens de la complexité de Kolmogorov, avec proba 1. Donc ça vous donne en particulier, une des différences avec les probabilités classiques, c'est que ça vous donne une notion de ce que c'est qu'être aléatoire pour une séquence individuelle, et pas juste pour une loi de proba. Et en particulier, ça vous dit que la différence entre la longueur de X et la complexité de Kolmogorov de X, ça peut être utilisé comme un test statistique a posteriori, un test d'aléa. Donc par exemple, si je vous dis, je vais tirer des chiffres au hasard entre 0 et 9, et je commence à tirer les chiffres, et les chiffres que je vous donne, c'est 3, 1, 4, 1, 5, 9, vous allez tous me dire, non, mais on te croit pas une seconde que tu as tiré ça au hasard. Et vous aurez raison. Parce que si vous avez 3, 14, 15, 9, la complexité de Kolmogorov, on voit tout de suite qu'elle est trop basse, parce que pi, c'est un objet très simple, dont la complexité de Kolmogorov est très basse. Et ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend d'habitude dans la théorie des statistiques, où on nous dit les tests statistiques, on n'a pas le droit de définir le test une fois qu'on a regardé les données, parce que sinon tous les tests deviennent triviaux, on peut toujours définir le test être égal à ce qu'on a vu. Et c'est un test très improbable a priori, mais probable a posteriori. Donc, le point de vue qui est ici, c'est qu'on a tout à fait le droit de définir des tests statistiques a posteriori, si on tient compte de la complexité de Kolmogorov du test. Donc, la morale jusqu'ici, c'est si on revient au problème de départ, où on se disait qu'est-ce que c'est que la généralisation, qu'est-ce que c'est que deviner la suite d'une suite d'entiers, qu'est-ce que c'est que de deviner la prochaine valeur, etc. Eh bien, tous ces problèmes-là sont possibles en pratique parce qu'on ne travaille pas du tout sur des objets aléatoires. On travaille sur des objets structurés, le monde est structuré. Il y a de la structure partout, il y a des lois de la physique, il y a des lois de la linguistique, il y a tout ça. Et ce qui fait que, en général, dans le monde qui nous entoure,
il y a de la structure, et la structure implique de la prévisibilité. Et cette structure, on a une théorie qui permet de dire ce que c'est que de la structure. Et c'est cette théorie de la complexité de Kolmogorov. Est-ce qu'il y a un programme qui permet de prédire une partie de l'objet à partir d'une autre partie de l'objet? Et c'est ce qui nous permet aussi, peut-être que certains d'entre vous étaient à mon exposé d'hier, où on parlait un petit peu de comment c'est possible d'apprendre à jouer aux échecs, alors qu'on a vu une infime fraction de l'ensemble des parties d'échecs possibles. Donc il y a à peu près 10 puissance 120 parties d'échecs possibles. Personne n'a vu ça, et pourtant on a probablement une manière de jouer qui est quasi optimale, même sur des parties d'échecs qu'on n'a pas vues, au moins les bons joueurs d'échecs en tout cas. Et donc on peut deviner la valeur d'une fonction, par exemple la fonction qui donne le coup optimal dans une position d'échec. On peut deviner la valeur d'une fonction sur un ensemble fini, rien qu'en regardant une très petite partie des valeurs de la fonction sur quelques exemples. Et il y a une théorie bien définie pour ça. Alors là, je vais passer à quelques propriétés de base. Je vous ai dit, on fixe une machine de Turing universelle, ou on fixe un ordinateur, on fixe un langage de programmation, et on prend le plus petit programme dans ce langage-là, sur cet ordinateur-là. On peut se demander, bien sûr, si ça dépend de ce choix. Donc la réponse est non à une constante près. Donc asymptotiquement, pour les objets suffisamment grands, vous allez avoir à peu près la même complexité de Kolmogorov. Et la constante, c'est le coût de la traduction d'un langage informatique vers un autre langage informatique. On sait que tous les langages informatiques Turing complets sont équivalents. Et donc, vous avez toujours une machine qui fait la traduction de l'un vers l'autre. Cette machine, elle a une longueur finie. Et donc, si vous avez un texte en chinois plus un dictionnaire chinois-français plus une grammaire du chinois, vous pouvez produire le texte en français. Et donc, alors j'insiste, ces constantes-là, on peut se demander si c'est un peu une vue de l'esprit, parce que plus constante, donc une inégalité asymptotique comme ça avec une constante, on peut se demander si ça fait une grosse différence ou pas. Ces constantes-là, on peut les calculer en général. Elles ne sont pas si grandes que ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous placez dans un langage, sur une machine de Turing universelle, versus le langage Python, par exemple, qui est le langage à la mode en ce moment, reprogrammer le langage Python sur une machine de Turing universelle, c'est un peu pénible, mais on peut le faire. Donc, il faut faire un interpréteur Python en assembleur. Alors, on le fera peut-être en C, et le C, on définira le C à partir de l'assembleur, et ensuite, on aura un lien entre l'assembleur et la machine de Turing. Ça se fait, ça donne, c'est des constantes qui sont de l'ordre de 1 mégaoctet, peut-être, de l'ordre du mégaoctet. Donc tout ça se mesure en bits et en octets, hein. C'est des constantes tout à fait concrètes. Et 1 mégaoctet, c'est une seule fois pour l'ensemble de tous les objets X de la planète. Parce que le compilateur Python, une fois que quelqu'un l'a écrit, c'est bon, tout le monde peut l'utiliser. Donc il ne faut pas forcément penser que X, c'est juste la séquence individuelle que vous essayez de prédire. X, c'est la séquence individuelle que vous essayez de prédire par-dessus tout ce que vous savez déjà. Donc, par-dessus tout ce que vous savez déjà, vous savez déjà que vous avez déjà les concepts d'addition, de multiplication, etc. Parce que c'est des concepts qui ont été utiles pour toutes les observations que vous avez eues dans votre vie avant de voir l'objet X. Donc, quand on compare aux gigaoctets ou aux téraoctets de données, en fait, les constantes sont assez petites. Pareil, je vous ai dit, dès le départ, on se place sur des objets codés en binaire. Si vos objets étaient codés dans un autre format, sur un alphabet ternaire, ou par exemple, si votre image était codée au format GIF ou JPEG ou PNG ou ce genre de choses, eh bien, vous savez que la complexité de Kolmogorov de f de x, c'est plus petit que la complexité de Kolmogorov de x plus la complexité de Kolmogorov de f, plus une toute petite constante.
parce que si vous avez x et que vous avez f, vous pouvez calculer f de x. Vous avez un programme pour x et un programme pour f, bah, vous rajoutez une ligne qui est appliquée f à x, et vous avez un programme pour f de x. Et donc, le programme, par exemple, de conversion d'une image du format GIF vers le format JPEG, bah, il existe, il n'est pas très gros. Et donc, si vous avez une base de données comme ImageNet avec beaucoup d'images, et vous vous demandez est-ce que ça change quelque chose, sa complexité de Kolmogorov, si elles sont en GIF ou en JPEG, la réponse, c'est ça ne change vraiment pas grand-chose, parce qu'à l'échelle du nombre d'images que vous avez, le coût de la fonction f, qui est la traduction d'un format vers l'autre, il est absolument négligeable. Et donc, par exemple, il y a des gens qui se sont amusés, ils se sont dit, on va fixer une machine de Turing, alors ils ont pris une forme extrêmement simple de lambda calcul qui utilise juste 2 symboles, et ils ont repris toutes les inégalités de ce type qui sont présentées dans les livres standards sur la complexité de Kolmogorov, dans le genre k de f de x plus petit que k de x plus k de f plus constante. Ils ont calculé les constantes dans ce langage-là. Et donc là, c'était des constantes pour des opérations de base telles que appliquer f à x, etc. Et la plus grosse constante qu'ils avaient, c'était moins de 1 kilooctet. Donc là, maintenant, on a quand même l'impression qu'il y a encore quelques choix, etc. Donc, juste histoire de fixer les idées et de dire qu'on a vraiment un modèle mathématique parfaitement bien défini. Je vais encore prendre donc la complexité de Kolmogorov, c'est un infimum sur les programmes. Je vais en plus prendre un infimum sur la machine de Turing universelle elle-même. Donc, des machines de Turing universelles, bon, c'est un ensemble discret. Il y en a une qui est plus petite que toutes les autres si on les ordonne, par exemple, par le nombre d'états, puis par l'ordre lexicographique sur les règles du système dynamique. Donc, je vais prendre la plus petite machine de Turing universelle possible. Je crois qu'on en connaît qui ont 2 états ou 3 états, quelque chose comme ça. Je vais prendre la plus petite machine de Turing universelle possible, ou une machine de Turing à 2 états, disons, et je vais fixer celle-là, et je vais fixer que K, c'est la complexité de Kolmogorov pour cette machine de Turing universelle-là. Et maintenant, on a un modèle parfaitement défini. Mais tout ce que vous dit ce transparent, c'est qu'en fait, dans notre tête, il n'y a aucun problème si on pense en termes d'un langage de programmation dont on a l'habitude. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Alors, je vais passer maintenant à une vision un peu plus probabiliste, parce que je vous ai dit, si vous avez x1, xn et qu'on vous demande votre opinion sur xn plus 1, vous allez donner la prédiction qui minimise la complexité de Kolmogorov. En pratique, quand on fait de la prédiction, on fait plutôt de la prédiction probabiliste. Et donc la prédiction probabiliste qui correspond à cette prédiction de minimisation de la complexité de Kolmogorov, c'est la prédiction qui est proportionnelle à 2 puissance moins k. Alors pourquoi 2 puissance moins k? C'est juste parce qu'on est sur un alphabet binaire et que c'est ce qui vérifie 2 puissance moins k. En fait, c'est une mesure de proba. Parce que à chaque fois, on doit prédire a priori de valeurs possibles 0 ou 1. Et donc, si on prend 2 puissance moins k, ça vérifie directement le fait que la somme des probas vaut 1. Donc, ça revient à dire qu'on utilise un prior bayésien qui a 2 puissance moins k sur l'espace des suites, des suites x1, xn, et qu'on prédit la prochaine valeur xn plus 1 en utilisant juste ce prior. Alors en fait, il y a différentes interprétations de ce prior. Donc il y a différents priors qui sont équivalents. La première version, c'est celle que je viens de vous donner, c'est juste 2 puissance moins k. La deuxième version, c'est celle qui consiste à dire, au lieu de tirer un objet x au hasard proportionnellement à 2 puissance moins k, mon prior, c'est je tire un programme P au hasard selon 2 puissance moins sa longueur, ce qui revient exactement à dire que je prends une suite de bits 0 ou 1 uniforme au hasard et que je vois ça comme programme, et ensuite j'exécute le programme.
Et donc, la probabilité d'avoir un objet X à la sortie, c'est la somme sur tous les programmes qui donnent X de 2 puissance moins la taille du programme. Et donc, ça revient à dire, l'objet que je vois est le résultat de l'exécution d'un programme aléatoire. Il y a une troisième version qui est un petit peu plus amusante et qui est liée au modèle probabiliste, c'est qui consiste à dire, je prends n'importe quelle méthode de prévision probabiliste que je suis capable de représenter de manière calculable, et je l'exécute. Mais a priori, je vais prendre un prior sur les mesures de proba, sur les mesures de proba calculables, qui est le prior M1, mais appliqué à la mesure de proba elle-même. Donc, vous prenez un prior sur toutes les probas possibles, sur toutes les distributions de probas possibles, qui est un prior de type rasoir d'Occam, 2 puissance moins k de la mesure de proba, et ensuite, vous prenez cette mesure de proba. Donc, la mesure d'un objet X à la sortie de tout ça, c'est évidemment la somme sur toutes les mesures de proba, de la proba de X pour cette mesure de proba fois 2 puissance moins k de la mesure de proba. Eh bien, la proposition, c'est que en fait, M1, M2 et M3, à une constante multiplicative près, c'est la même mesure. Donc, sur log de M1 ou log de M2 ou log de M3, asymptotiquement, c'est la même chose à constante près. Et donc, on a ces trois interprétations du même prior bayésien, ou du quasi-même prior bayésien, qui sont, je privilégie les objets simples pour M1, je privilégie les objets qui sont le résultat d'un calcul d'un programme uniforme, ça c'est M2, d'un programme aléatoire uniforme, c'est M2, et je privilégie les objets qui sont décrits par des lois de proba, qui sont elles-mêmes simples, et ça c'est M3. Et en fait, le plus pratique pour faire des choses, c'est M3, parce qu'on a de la modélisation probabiliste, on peut tenir compte du bruit, etc., etc. Donc le lien entre M2 et M3, en fait, c'est que une loi de proba, ça peut toujours être vu comme une fonction déterministe qui prend en argument une variable aléatoire uniforme entre 0 et 1. Et la variable aléatoire uniforme entre 0 et 1, ça revient à tirer un développement binaire au hasard, donc une suite de 0 et 1 au hasard. Et donc là, vous avez réinterprété M3 en termes de M2, en fait, quand vous dites ça. Voilà, donc l'idée de tout ça, c'est de dire, quand on fait des probas, on a l'habitude de dire, bon bah tiens, si je veux étudier, je ne sais pas, la régression linéaire ou les réseaux de neurones, etc., je vais supposer que mes données sont aléatoires. Ici, on ne suppose pas que les données sont aléatoires, parce que sur des données aléatoires, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à prédire, il n'y a rien à apprendre. On suppose que les données sont le résultat d'un processus sous-jacent, et que le processus sous-jacent était lui-même choisi de manière aléatoire, mais c'est le processus qu'on va essayer d'identifier. Jusqu'ici, c'est bon? Donc, je continue. Alors ça, c'est bayésien. Alors, il y a des grands débats sur probabilité bayésienne, fréquentiiste, etc. Une première remarque, c'est que toute méthode de prédiction probabiliste séquentielle est en fait bayésienne. Alors, elle n'est pas forcément bayésienne de la manière qu'on pense, mais elle est bayésienne pour un certain prior sur l'espace des suites. Pourquoi? Si vous avez une méthode de prédiction favorite pour prédire la météo de demain, je vais vous dire, bah tiens, sachant la météo d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous me prédisez comme distribution pour la météo de demain? Et ensuite, je peux vous demander, sachant la météo de demain, qu'est-ce que vous me prédirez pour le jour d'après? Et donc, en appliquant votre méthode de prédiction, ça vous définit une distribution de proba sur l'espace des suites de la météo pour tous les jours dans l'avenir. Et en fait, votre méthode de prédiction, c'est juste la méthode de prédiction bayésienne avec ce prior sur l'espace des suites. Donc, dès que vous faites de la prédiction probabiliste, en fait, vous avez un prior bayésien qui est le prior sur le genre de suite que vous prédisez.
Et l'avantage de M3, vous vous souvenez que M3, c'est une somme sur toutes les méthodes de prévision probabilistes. Et donc, en particulier, si vous avez une méthode de prédiction probabiliste, elle est dans M3. Donc, M3, il couvre tout. Donc, si vous pensez que vous avez une meilleure méthode que M3, bah, à constante près, elle est déjà dans M3, donc elle est déjà couverte. Donc, en un certain sens, M3, c'est Pareto optimal comme méthode de prévision, en fait. Ensuite, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette méthode de prévision, elle donne des résultats bien définis, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment un prolongement canonique à une séquence x1, xn? Alors, en général, ce n'est pas vrai, parce que si vous prenez une séquence x1, xn qui est totalement aléatoire, et que je vous demande de prédire la prochaine valeur, bah, la prochaine valeur, ça peut être 0 ou 1, ça peut être n'importe quoi. Par contre, si la séquence x1, xn que vous avez déjà est structurée, alors il y a un théorème qui dit que effectivement, la prédiction correspondante est unique ou presque unique la plupart du temps, au sens où pour la plupart des instants n, sachant x1, xn et sachant que x1, xn est structuré, c'est-à-dire de complexité de Kolmogorov faible, il y a une valeur prédite pour xn plus 1 qui est beaucoup plus probable que les autres pour le prior de Solomonov, donc pour la mesure M1 ou M2 ou M3 dont je vous parlais. Et alors, la preuve est assez rigolote. C'est imaginer que vous avez une suite x1, xn, donc qui est structurée, donc qui est relativement simple, et vous avez deux prédictions qui sont à peu près aussi probables l'une que l'autre pour le prior de complexité de Kolmogorov. Si ces deux prédictions sont bonnes pour le prior de complexité de Kolmogorov, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux simples. Comme x1, xn est simple et que vous avez deux valeurs possibles de xn plus 1 qui sont simples, eh bien, vous avez une définition simple de n. Parce que n, c'est la première fois où vos deux séquences sont différentes, où vos deux séquences possibles sont différentes. Et donc, ça veut dire que si vous avez deux prolongements qui sont tous les deux simples, forcément, n est simple. Et par un argument de dénombrement, la plupart des n ne peuvent pas être simples, et donc la plupart du temps, vous avez un prolongement unique. Donc ça ressemble un petit peu à de la magie, mais c'est parfaitement valable. Donc ça vous donne des prolongements bien définis en général. Et on a, donc il y a des inégalités beaucoup plus fines, comme qui contrôlent la somme dans le temps du nombre de divergences, etc. etc. Donc c'est des choses qui sont assez bien couvertes théoriquement maintenant. Voilà, donc ça c'est pour de la prédiction. Comme je vous ai dit plus tôt, on peut appliquer ça à des problèmes d'apprentissage de fonctions comme la régression ou la classification. Donc si je vous donne x1, y1, x2, y2, xn, et je vous demande de prédire yn, ça revient à prendre y comme une fonction de x. Et dans ce cas-là, on peut réécrire les choses, c'est un peu équivalent. Mais il y a aussi une version de la complexité de Kolmogorov, qui est la complexité de Kolmogorov conditionnelle, qui est, si je vous donne x1, xn, quelle est la complexité de Kolmogorov, quel est le plus petit programme qui imprime y1, yn, sachant x1, xn. Et en fait, c'est des formulations essentiellement équivalentes. Mais c'est une formulation qui est plus agréable quand on travaille avec de la classification ou de la régression, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt la complexité de la variable qu'on cherche à prédire, sachant la variable qui est observée, bien sûr. Je continue. Donc, là, pour l'instant, c'était des problèmes d'observation, de prédiction, de classification, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on veut agir? Parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi à propos on s'imagine des robots, ou en tout cas, par exemple, des programmes qui jouent aux échecs ou au Go ou à des jeux. Donc, il s'agit de faire quelque chose, de faire des choix d'action. Donc là, je vais passer très rapidement, parce que je ne veux pas rentrer dans une discussion de l'apprentissage par renforcement. Mais le modèle de base, c'est à chaque instant, vous faites une action, vous avez une récompense qui vous dit si vous êtes content ou pas content. La récompense peut venir seulement à la fin, d'ailleurs, par exemple, dans les jeux, la récompense arrive seulement tout à la fin. Mais en général, elle peut arriver n'importe quand.
Et ensuite, vous avez des observations parce que vous regardez ce qui se passe autour de vous. Par exemple, vous regardez, si vous êtes en train de jouer aux échecs, vous regardez ce que fait l'autre joueur. Vous choisissez une nouvelle action, vous obtenez une nouvelle récompense, vous avez une nouvelle observation, etc. Et ça recommence. Et évidemment, votre but, c'est de choisir votre action d'une manière qui maximise la somme des récompenses que vous recevez dans un intervalle de temps donné. Donc, il y a une version de toute cette théorie qui est valable dans ce cadre, qui s'appelle l'agent AIXI, qui a été défini par Marco Suter, qui travaille maintenant chez DeepMind. Donc, on va supposer que l'univers, donc l'univers, c'est le programme qui vous donne la relation entre les actions, les observations et les récompenses. On va supposer que l'univers suit le prior bayésien d'Occam-Solomonoff, qui est donné par 2 puissance moins k sur les univers. Et ensuite, on va maximiser l'espérance de la récompense sous ce prior pour les univers possibles. Et donc, sachant les observations, bien sûr. Donc, c'est un prior bayésien. Donc, on suppose qu'il y a des lois de la physique dans l'univers ou qu'il y a des lois du jeu quand on est en train de jouer aux échecs, par exemple. On met le prior, disons le prior du principe du rasoir d'Occam sur les univers possibles et on optimise l'espérance du résultat de nos actions dans cet univers-là. Donc, mathématiquement, ça s'écrit. C'est un maximum sur les actions d'une espérance qui est traduite par une somme, en fait, dans cette équation. Un maximum sur les actions d'une espérance sur les observations et les récompenses. Et comme il y a un choix d'action à chaque instant, le maximum et l'espérance sont itérés dans le temps. Vous avez une somme sur les programmes P qui représente le prior bayésien sur tous les univers possibles, avec un facteur 2 puissance moins P qui est la complexité de Kolmogorov, enfin, qui est la complexité des programmes, qui favorise les univers simples. Vous avez le conditionnement aux observations qui vous dit que la sortie de P est compatible avec les observations que vous avez. Et vous avez la somme des récompenses qui est donc ce que vous voulez maximiser à la fin. Et donc, c'est bien l'espérance. C'est bien l'espérance de la récompense, sachant les actions que vous allez faire. Donc, c'est une formule close qui est un peu compliquée parce qu'il y a une somme sur tous les programmes, ce qui veut dire une somme sur toutes les machines de Turing, en fait, et un maximum sur tous les choix d'action, etc. Mais c'est une formule close. Et aujourd'hui, si vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle en général, donc quelque chose qui va vraiment faire des actions, c'est la meilleure définition formelle mathématique que je peux vous donner. C'est parfaitement bien défini. Alors par contre, c'est totalement incalculable. On ne sait pas du tout calculer ces objets, donc maintenant on peut essayer de tenter des approximations. Par exemple, remplacer la somme sur tous les programmes par une somme sur un mélange d'un grand nombre de programmes dans une classe particulière, etc. La maximisation sur les actions, bon, c'est de la programmation dynamique, on a des heuristiques efficaces pour ça aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut considérer qu'on est capable d'écrire une équation, qui est celle-ci, qui vous définit ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Mettre cette équation en pratique, c'est une question totalement différente. Oui. Si je puis me permettre, j'en fais une question parce qu'effectivement, c'est que tu l'as sous-entendu que les maths, ça, que sur les actions et sur les rewards, donc ça, on va dire que c'est du HJB un peu, en fait, là dans l'esprit de ce que tu as présenté hier. Mais la somme, ça, que sur les programmes, j'ai vraiment du mal à concevoir sa calculabilité. Et c'est que c'est la somme en bleu, là, qui a un peu, on va dire, voilà, qui a l'air plus philosophique là qu'autre chose pour le moment, mais est-ce qu'il y a un candidat? Alors, le toy modèle de ça, c'est juste, on peut remplacer la somme sur les programmes par juste un prior bayésien sur les paramètres des lois de la physique.
Donc, par exemple, si je veux faire un modèle extrêmement simple, je vais dire, je vais supposer que, par exemple, donc si j'étais en espace et en temps continu, je vais supposer que l'univers suit un système dynamique linéaire dont je ne connais pas les paramètres. La somme sur les programmes va être remplacée par une intégrale sur les paramètres, avec 2 puissance moins p qui sera un prior, par exemple un prior gaussien sur les paramètres, ou un prior le prior, on préfère qu'il soit le plus uniforme possible, évidemment. Mais ça pourrait donner quelque chose d'un peu plus tractable. Et ensuite, on peut très bien imaginer des méthodes particulières, par exemple. Moi, si je devais le faire, par exemple, avec des méthodes de deep learning modernes, donc un programme, on sait que ça peut être représenté par un réseau de neurones récurrents qui prédit les prochaines observations en fonction des prochaines actions. La somme sur les programmes, je pourrais le remplacer, par exemple, par 1000 réseaux de neurones récurrents et faire un espèce de filtre particulier sur les 1000 réseaux de neurones. En voyant le filtre particulier sur les 1000 réseaux de neurones, chaque réseau de neurones représente, chaque réseau de neurones est un programme P. On peut même ajuster les paramètres en temps réel, avec des méthodes type filtre particulier plus descente de gradient, ce genre de choses. Donc c'est pas juste philosophique. On peut envisager des approches. Et ça a déjà été fait sur des toy modèles. D'accord. Merci. Alors, ce qui me donne un très bon enchaînement avec la suite, c'est comment est-ce qu'on calcule K, comment est-ce qu'on estime cette somme sur toutes les machines de Turing. Alors, la réponse théorique, c'est on ne peut pas. C'est un théorème qui est lié, si vous voulez avoir K avec des garanties que vous avez K, que vous avez la bonne valeur de K, en fait, c'est pas possible, parce qu'on tombe tout de suite sur les problèmes d'indécidabilité, type c'est indécidable de savoir si un programme s'arrête. Une méthode brutale pour calculer K, ce serait d'exécuter tous les programmes. Si vous voulez calculer K de X, vous voulez trouver le plus petit programme qui écrit X, bah, vous essayez tous les programmes possibles. Et chaque fois qu'il y en a un qui s'arrête et qui donne X, bah, vous gardez le plus petit que vous avez qui marche. Mais le problème, c'est que vous avez des petits programmes qui tournent, et on ne sait pas s'ils vont s'arrêter. Et peut-être qu'ils vont écrire X. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que K est semi-calculable, au sens où on peut avoir des bornes supérieures, on finit même par avoir la bonne valeur sur un objet X, si on attend assez longtemps, mais même quand on a la bonne valeur, c'est-à-dire même quand on a trouvé un programme court qui imprime X, on n'a jamais de garantie qu'il n'y aura pas peut-être un autre programme encore plus court, mais qui prendra un temps beaucoup plus long. Et ceci, c'est des théorèmes qui sont liés au théorème d'indécidabilité du problème de l'arrêt des programmes. Il y a des jolies interprétations, il y a une très très jolie preuve, et très courte, du fait qu'on ne peut pas obtenir de bornes inférieures sur K, seulement des bornes supérieures. Donc il y a une très jolie preuve, mais je ne vais pas la raconter maintenant, parce que c'est une preuve qui a pas mal de conséquences, qui a tendance à empêcher les gens de dormir la nuit d'après, ou alors à empêcher les gens d'écouter le reste de l'exposé. Donc je vous la donnerai peut-être tout à la fin. Donc K est semi-calculable. Et c'est possible d'obtenir la valeur correcte, mais ce n'est pas possible d'obtenir une garantie que la valeur correcte est vraiment optimale, et qu'on ne peut pas encore descendre. Donc, on peut obtenir des bornes supérieures, et il y en a un certain nombre qu'on peut avoir en pratique. La première borne supérieure, c'est le programme un programme trivial pour écrire X, c'est d'écrire X, c'est de donner tout le programme qui contient explicitement X. Alors ça, c'est un programme qui est de longueur, la longueur de X. Il y a un facteur log pour des raisons techniques, parce qu'il faut spécifier la longueur, il faut spécifier combien de bits d'information on va donner avant de donner les bits d'information, c'est un détail. Donc ça, c'est une borne supérieure générale. K de X, au pire, c'est de l'ordre de la taille de X, qui veut dire que X n'est pas compressible dans ce cas-là. Ensuite, K de X, tout ça, c'est de la compression. Hein. Donc, K de X, c'est la longueur de X quand on a comprimé X le mieux possible.
Donc, on a des tas de programmes qui font de la compression en pratique et qui font ça plutôt bien. Donc, vous pouvez prendre votre programme de compression favori, par exemple zip ou gzip ou je ne sais pas trop quoi, et la taille de zip de x, c'est une borne, à une petite constante additive près, c'est une borne sur k de x. Et ça, c'est aussi un théorème. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est une borne qui est déjà utile en pratique. Donc il y a quelques années, par exemple, il y avait des gens qui avaient essayé de faire de la classification en utilisant juste ça, et en utilisant l'idée que, en fait, grand K, ça peut vous donner une distance universelle entre deux objets. Si deux objets ont des choses en commun, eh bien, on peut utiliser l'un pour comprimer l'autre. Donc la complexité de Kolmogorov du deuxième sachant le premier sera réduite par rapport à la complexité de Kolmogorov du deuxième tout seul. Et donc, les gens, ils avaient utilisé cette distance-là pour faire de la classification, par exemple la classification des langues. Ils avaient pris le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans plein de langues, parce que ce texte est disponible dans plein de langues, et ils avaient calculé la distance entre langues, comme ça, en disant je vais regarder la compression mutuelle entre la Déclaration des droits de l'homme en français et la Déclaration des droits de l'homme en allemand. Et bien, la compression mutuelle, elle n'est pas aussi bonne que la compression mutuelle entre les droits de l'homme en français et les droits de l'homme en espagnol, où le texte est relativement proche lettre à lettre, en fait. Et ça marche très bien. Donc, ils avaient remplacé grand K par juste zip. Ils avaient vraiment utilisé zip comme une approximation de cette compression universelle. Et ça marchait très bien. Ils arrivaient à classifier les langues comme les linguistes. Ce qui est plus marrant, c'est qu'ils arrivaient à faire ça sur de la musique aussi. Donc, ils prenaient une représentation au format MIDI de composition de Bach et de Chopin, et on voit je crois qu'il y avait 3 compositeurs. Et on voit très bien qu'elles se groupaient juste en prenant la compression mutuelle entre les compositions, elles se groupaient très clairement par compositeur. Donc, cette borne qui a l'air un peu heuristique, en fait, elle fait déjà des choses. Ensuite, il y a une autre borne, c'est un peu le jeu qui correspond au jeu des 20 questions. Si vous avez un ensemble fini, connu, et que vous savez que vous avez X qui est un des éléments de cet ensemble, bah, par dichotomie, en coupant et en posant des questions oui, non, vous allez pouvoir identifier X avec un nombre de bits d'information qui est le log de la taille de l'ensemble. Bien sûr, ça suppose que l'ensemble est connu, donc vous avez un terme K de E qui se rajoute. Et ça vous dit que, par exemple, si vous avez un ensemble que vous êtes capable de décrire et ensuite vous êtes capable de décrire le numéro de l'objet dans l'ensemble, eh ben vous avez une borne sur la complexité de Kolmogorov de l'objet. Donc ça, c'est une borne qui est un cas particulier d'une borne probabiliste, cas particulier où la mesure est uniforme sur l'ensemble. Et c'est les bornes maintenant dont je vais parler maintenant, les bornes probabilistes, dont je vais parler maintenant jusqu'à la fin de l'exposé. Quel est le rapport entre la complexité de Kolmogorov et les modèles probabilistes? Donc, ensuite, pour toute distribution de proba mu, vous avez la borne analogue à celle de l'ensemble fini que je viens de donner, qui est, vous êtes capable, par dichotomie, en fait, d'identifier un objet X avec log de mu de X, bits d'information. Et ça correspond au codage de Shannon ou au codage de Huffman. Et bien sûr, ça présuppose que vous avez déjà décrit la distribution de proba elle-même. Donc, K de X est plus petit que moins log de mu de X plus K de mu. Ça veut dire que pour avoir des bornes de complexité de Kolmogorov, vous avez intérêt à développer des bons modèles probabilistes. Et en fait, la modélisation probabiliste, c'est l'outil le plus pratique pour faire ça. Donc, par exemple, si vous avez une famille d'objets, je ne sais pas, une famille d'images, et que vous avez un modèle probabiliste d'images, eh bien, vous pouvez appliquer un modèle IID pour chacune des images. Donc, log de mu de X, si X, c'est une famille d'images, ce sera la somme des logs des mu
des logs proba de chacune des images, et vous trouvez une borne sur la complexité de Kolmogorov d'un ensemble d'images ou d'un ensemble d'apprentissage, bien sûr, en machine learning en général. Donc là, j'ai des collègues en machine learning, j'ai plein de collègues qui me demandent tout le temps pourquoi on utilise la log-loss, pourquoi c'est la log-loss qu'on utilise, etc. Donc je leur réponds, c'est à peu près ce que je leur réponds. Ensuite, j'aimerais parler un petit peu plus du terme en cas de mu dans cette équation. Donc là, j'ai juste réécrit la même équation. K de x plus petit que la somme des log proba plus K de mu. Et ça vous dit évidemment que ça va favoriser les modèles simples par rapport aux modèles compliqués. Donc par exemple, si vous avez un modèle paramétrique, donc si vous avez un modèle, je ne sais pas, une régression polynomiale avec 1000 paramètres, ben pour spécifier mu θ, K de mu, ça va être K de mu θ, où θ, c'est les paramètres. Donc K de mu θ, c'est la complexité des paramètres plus la complexité de mu en général. Donc mu en général, ce que j'appelle mu point, c'est le modèle sans ces paramètres. Et ça vous dit évidemment que plus vous avez de paramètres, plus ça va être pénalisé et plus la complexité de Kolmogorov va être élevée, et donc ça va être considéré comme un mauvais modèle. Donc, en pratique, on peut calculer K de θ, mais en pratique, il y a des choses qui correspondent à ça. Par exemple, vous avez des critères classiques en statistique qui disent, bon, je vais dire que la complexité d'un modèle, ça correspond à peu près au nombre de paramètres. C'est justifié par des bornes de risque des estimateurs. Hein. Vous avez un autre critère qui dit que la complexité des paramètres, c'est à peu près le nombre de paramètres fois 1/2 log n. Et ça peut vraiment s'interpréter comme une complexité de θ. Pourquoi? N, c'est le nombre de données. En statistique, on sait qu'avec n observations, la précision de chaque paramètre, c'est 1 sur racine de n. Coder chaque paramètre avec coder un nombre en binaire avec une précision 1 sur racine de n, ça coûte, pardon, je vous ai écrit logarithme naturel, ça aurait dû être logarithme en base 2. Donc, coder un nombre avec une précision 1 sur racine de n, ça va vous coûter log de 1 sur racine de n bits d'information, donc 1/2 log n. Et le nombre de paramètres que vous devez coder, c'est la dimension de θ, et donc ça correspond à K de θ. Donc on peut effectivement remplacer K de θ par 1/2 de dim θ fois log n dans l'équation qui est au-dessus, et c'est un très bon substitut. Aujourd'hui, on fait des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ils ont plusieurs millions ou milliards de paramètres. En tout cas, ils ont toujours plus de paramètres que de données. Enfin, souvent plus de paramètres que de données. Donc, on peut se demander, est-ce que ça fait sens, tout ça? Donc, la réponse est oui. Il y a plusieurs manières de dire que l'estimation de la complexité des paramètres dans des modèles complexes ne va pas surpénaliser les modèles type réseau de neurones qui ont beaucoup plus de paramètres que d'observations. Donc, par exemple, il y a des techniques classiques de statistique bayésienne qui disent que plutôt que d'encoder une valeur précise du paramètre, on va plutôt encoder une approximation du postérieur qui peut éventuellement couvrir une part très large de l'espace des paramètres. Donc ça nous fait gagner, et ça permet de ne pas trop avoir des estimations de K de θ qui sont complètement ridicules quand on a beaucoup de paramètres. Donc par exemple, c'est ce qui est, si vous connaissez un petit peu des modèles de machine learning aujourd'hui, par exemple les auto-encodeurs variationnels, ils utilisent ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on peut appliquer en pratique. Il y a des modèles de type préquentiel qui sont des modèles en fait non paramétriques, au sens où on code les paramètres mais de manière implicite en utilisant les données. Vous allez imaginer que vous avez 1 million de données. Bon, on va encoder, on va comprimer les 10 premières données avec un modèle trivial, par exemple uniforme. Ensuite, on va entraîner un modèle paramétrique sur les 10 premières données. Ensuite, on va encoder les 100 données suivantes avec le modèle qu'on a paramétrique, qu'on vient d'apprendre sur les 10 premières. Et on recommence, on entraîne un nouveau modèle paramétrique sur les 100 données suivantes, et on utilise le nouveau modèle pour coder les 1000 données suivantes, etc., etc. Même s'il y a beaucoup de paramètres dans le modèle,
Ça marche assez bien et ça vous donne une estimation du nombre de bits d'information dans vos données, qui ne vous demande pas de coder explicitement les paramètres un par un. Donc, on a fait le test, par exemple, avec la base de données d'images MNIST et CIFAR, etc. Et même avec des gros réseaux de neurones, ça donne des estimations de complexité de Kolmogorov des labels de sortie qui sont très très bonnes. Et en tout cas, il n'y a pas de doute qu'on tombe en dessous des bornes triviales. Ensuite, je vais vous parler dans les quelques minutes, je vais m'arrêter bientôt. Dans les modèles les plus récents pour engendrer des images sont basés sur des modèles de diffusion. En fait, c'est des équations différentielles stochastiques apprises avec un champ, un champ de force qui dirige l'équation différentielle stochastique qui est apprise. C'est les modèles qui sont les plus performants en 2021 pour engendrer des images ou des vidéos. Eh bien, ces modèles-là, ils viennent vraiment avec une garantie du nombre de bits qui a été utilisé pour engendrer chaque image, qui est obtenue avec les techniques bayésiennes variationnelles dont je vous parlais, qui sont sur le haut du transparent. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont que les gens regardent maintenant, c'est-à-dire on cherche vraiment le modèle qui nous garantit que le nombre de bits d'information qu'on a utilisé à la fin pour engendrer des images est minimal. C'est pas le cas. C'était pas le cas du tout il y a quelques années pour les modèles qui étaient à la mode il y a 3 ans, ce qui veut dire en machine learning il y a une éternité. Donc qui étaient ce qui s'appelait les GAN, les modèles adversariaux génératifs. Et un problème qu'on avait avec les GAN, c'est qu'on avait ce qu'on appelle du mode dropping, par exemple, vous entraînez le modèle pour engendrer des images de plein d'animaux, et vous vous apercevez qu'à la sortie, vous faites tout sauf des girafes, parce qu'il a décidé de laisser tomber les girafes parce que c'était trop compliqué. Ce qui veut dire qu'il donne des probabilités 0 implicitement à certains objets qui étaient présents dans votre base d'apprentissage, et ça, c'est évidemment pas bon. Et parce qu'il ne travaille pas à partir d'une estimation probabiliste du nombre de bits d'information. Voilà, donc j'arrive au dernier transparent. Tout ça, on peut se demander, et il y a des gens qui le disent d'ailleurs, tout ça c'est juste des probas sauf qu'on met des logs partout. C'est des probas classiques sauf qu'on met des logs partout. Alors, c'est un peu vrai et un peu faux. C'est un peu plus que ça, c'est-à-dire que c'est des probas classiques basés sur des modèles qui doivent avoir une bonne puissance de calcul. C'est-à-dire ils doivent pouvoir engendrer des objets X très compliqués. Par exemple, la grammaire du texte, etc. etc. On ne fait pas ça avec des modèles probabilistes markoviens, par exemple, ça ne fait pas du bon texte. Alors que les modèles type réseau de neurones font du texte raisonnable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on pense en termes de machine de Turing, un modèle de type chaîne de Markov, ça correspond à un modèle extrêmement rudimentaire de machine de Turing qui est un automate fini, alors qu'un modèle réseau de neurones, ça correspond à des machines de Turing plus compliquées. Donc tout ça, c'est le lien entre réseau de neurones et toute cette théorie. Donc toute cette théorie vous dit en fait, par exemple, si vous avez un ensemble d'entraînements, des images et que vous cherchez un modèle génératif de vos images, ou alors vous avez des entrées X et des sorties Y et vous cherchez une fonction f telle que f de X égale Y, en fait, tout ça à chaque fois, vous devez chercher parmi tous les programmes possibles, quels sont les programmes P qui ont la sortie que vous voulez. Donc, sachant la sortie, retrouvez le programme. Donc, comment on explore efficacement l'espace de tous les programmes? Eh bien, justement, les réseaux de neurones. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? C'est un réseau de neurones, c'est un objet qui empile plein de calculs très très élémentaires, continus, à paramètres continus, et qui empile plein de calculs très élémentaires pour représenter un calcul très compliqué, comme on fait dans un ordinateur finalement. Donc, les réseaux de neurones sont des moyens de représenter des machines de Turing. On sait que c'est capable de représenter des machines de Turing arbitraires. Et c'est des moyens, c'est un moyen de représenter tous les programmes, en plus avec des paramètres continus. Et donc,
en ajustant les paramètres continus du réseau de neurones, on peut changer le programme. Et on fait ça en général par descente de gradient, donc ce qui correspond à une recherche dans l'espace des machines de Turing, de mon point de vue. Et ça se voit très bien, cet accent sur les capacités de calcul des modèles, ça se voit très bien si vous regardez les derniers modèles de réseaux de neurones utilisés pour le texte. Donc il y a eu les LSTM, maintenant c'est plutôt des transformers depuis quelques années. Donc les LSTM ont été explicitement construites par des gens qui étaient des grands fans du point de vue complexité de Kolmogorov. Donc ça a été le meilleur modèle de texte pendant 20 ans quasiment. Et si vous regardez aujourd'hui les modèles utilisés pour faire de la traduction automatique ou de la génération de texte, donc ils utilisent des transformers, et quand on regarde ce que c'est qu'un transformer, essentiellement ça ressemble vraiment à une petite machine de Turing, avec un mécanisme d'attention qui est une version en fait continue de la tête de lecture de la machine de Turing, avec un ruban qui est vraiment un ruban de taille finie, qui est la phrase sur laquelle on travaille, etc. Donc les modèles d'aujourd'hui, c'est vraiment des espèces de versions continues des machines de Turing, avec des paramètres continus qu'on modifie par descente de gradient pour rapprocher la sortie des sorties voulues. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est le moment de poser des questions si vous en avez. Donc là, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro à chaque fois si vous voulez poser une question. Ah, il y a une question de Pierre. Moi, je peux la poser directement. Bonjour. Merci pour l'exposé. C'était une question assez simple. Est-ce que tu as des références pour aider à monter des cours autour de ces thématiques? Ouais. Alors, le bouquin de référence sur la complexité de Kolmogorov, c'est le bouquin de Lee et Vitanier. Bon, je peux envoyer une liste de références. Sur la théorie de l'information plus classique, il y a un bouquin de McKay. Donc lui, il a un commentaire sur la complexité de Kolmogorov qui dit vraiment ce que je vous ai dit à la fin, c'est-à-dire c'est la même chose que du bayésien, mais avec des log partout. Donc je pense que l'accent sur la capacité de calcul des modèles est quand même vraiment important. Donc j'aime bien ce bouquin aussi. Il y a donc les articles de Marcus Hutter, H-U-T-E-R. Donc, il y a un article de Marcus Hutter qui s'appelle On Universal Prediction and Bayesian Confirmation. Universal Prediction and Bayesian Confirmation. Il y a l'article de Solomonoff dont je parlais en 1964, donc, qui s'appelle A Formal Theory of Inductive Inference. Et sur ma page web, il y a des notes de lecture écrites par un de mes étudiants d'une série d'exposés que j'avais donnés sur le sujet, avec beaucoup plus un accent machine learning, descente de gradient, etc. Merci beaucoup. Après, pour être honnête, c'est pas une théorie qui sert tous les jours dans la pratique. J'avais une question de Béotien. Ah, Sébastien d'abord, je t'en prie. Non, tu peux y aller si tu veux, bah, peu importe. Vas-y, Ok. vas-y. Ah, ok, merci. Donc... Allô? On a perdu Sébastien. Allô, Sébastien, ton micro est pas... Ok. Désolé, au moment où j'ai voulu déplacer la fenêtre, mon Zoom a quitté. Désolé pour le bug. Okay. Merci pour cet exposé vraiment très très intéressant. J'avais plusieurs questions. La première, c'est en pratique, est-ce que le prior de Solomonoff
il est réaliste, au sens où est-ce que les données sont typiques qu'on rencontre dans la nature? Est-ce que des gens ont regardé si typiquement elles correspondaient à cette loi du rasoir d'Occam, ce qui du coup en corollaire incite à utiliser effectivement cette règle pour la prédiction? Alors, on est dans un seul univers. Donc, si je reprends la version du prior de Solomonoff, qui était par exemple M2, qui était la somme sur tous les programmes du résultat du programme, en fait, dans notre univers à nous, il n'y a qu'un seul jeu de loi de la physique. Et donc, en fait, il n'y en a qu'un seul qui contribue. C'est le même principe que les stades bayésiennes. Donc, on a une superposition bayésienne. Il y a un paramètre caché qu'on ne connaît pas, qui est les lois de l'univers, qui comprend les lois de la physique, c'est un certain programme, et la condition initiale de l'univers, qui n'est pas vraiment la partie programme, mais qui est la partie graine aléatoire, disons, dans la vision Kolmogorov. Et donc, en fait, si on connaissait les lois de la physique et la condition initiale de l'univers, on n'aurait pas besoin de la superposition bayésienne. Ok. Mais tant qu'on ne connaît pas les lois de l'univers ou tant qu'on ne sait pas à quel type de données on a affaire, un prior comme ça, c'est le plus raisonnable qu'on ait. Ensuite, je ne pense pas qu'il y ait eu des expériences, des mesures empiriques. Ceci dit, on peut considérer que le succès des modèles type réseau de neurones, transformer, pour engendrer du texte, c'est quasiment une preuve empirique que pour faire du texte réaliste, il faut un modèle qui ressemble vraiment beaucoup à une petite machine de Turing. Ouais, d'accord. Ok, c'est une preuve, disons, par la performance des prédictions, quoi. C'est ça. Ok. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais, d'accord, merci. Est-ce que je peux poser une autre petite question? Je ne sais pas si on a le temps. Je t'en prie, on a le temps. Ah, ok, super, merci. Je me demandais la relation avec des mesures de complexité qu'on connaît bien classiquement en stats. Je ne sais pas, comme l'entropie métrique ou d'autres mesures de complexité, Rademacher, etc. Qui font intervenir un facteur d'échelle. Donc, on est dans un monde continu en général, mais on garde les objets à une résolution donnée, epsilon. Et après, on essaie de voir, on essaie de dénombrer à échelle epsilon. Est-ce qu'il y a une version correspondante pour Kolmogorov et les inégalités qui les relient? Je ne sais pas si ma question est claire. Ouais, je comprends la question. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Le seul critère de stat classique pour lequel il y a un lien vraiment clair, c'est BIC. Et ça, il est assez bien expliqué. Ah, j'ai oublié une référence assez importante. C'est un bouquin de Grunwald qui s'appelle The Minimum Description Length Principle. Et où, par exemple, le lien entre cette théorie et le critère et la prédiction bayésienne avec les pénalisations type BIC est complètement écrit. Pour les complexités type Rademacher, honnêtement, je ne l'ai jamais vu. C'est clair qu'il y a un lien sur l'interprétation du terme en cas de θ, dont je parlais tout à l'heure. Oui. Est-ce que ce lien prend la forme d'une estimation directe? Je ne sais pas, parce qu'en général, ces critères-là, ils sont plutôt utilisés pour évaluer des risques, des bornes de regret, des bornes de risque, etc. Donc c'est une question légèrement différente. Il y a quand même par exemple, quand on regarde donc certains papiers de type sélection de modèles où il y a des conditions dans le genre on doit avoir une fonction sur les modèles, et si on a un nombre infini de modèles, c'est important que la somme des 2 puissance moins la fonction sur le modèle soit plus petite que 1, soit plus petite qu'une constante. Ça ressemble vraiment à une complexité de Kolmogorov du modèle, en fait.
Ouais, oui, je comprends. Et en fait, ma question sous-jacente, c'est est-ce que la complexité de Kolmogorov est toujours à constante près plus petite que toutes ces, toutes ces définitions de complexité qu'on peut trouver, qui parfois sont reliées les unes. Alors, donc, le prior de Solomonov est toujours à constante près au moins aussi bon que n'importe quelle méthode de prévision que tu peux inventer et qui est calculable, puisque c'est la somme de tout ça. Donc ça, oui. Après, est-ce que je veux dire, la quantité précise que tu utilises, enfin, la variable que tu vas utiliser, ce ne sera pas forcément une variable qui sera directement comparable à la complexité de Kolmogorov. Mais, Ok. Merci. Merci encore. Merci. D'autres questions? Alors, sinon, je vais demander, du coup, tu as présenté un certain nombre de bornes par au-dessus là, pour le K de X. Là, et, donc, ma question, c'était, est-ce que, grosso modo, c'est un peu au cas par cas, on utilise celle qui donne la meilleure borne par au-dessus, ou est-ce qu'il y en a toujours une qui est meilleure que les autres, ou comment on les distingue les unes des autres, en fait? alors, donc non, il n'y en a pas toujours une qui est meilleure que les autres. Bon, alors après, on peut dire qu'il y en a toujours une qui est meilleure que les autres de manière un peu tautologique, parce que par exemple, celle avec K de mu, elle est donc K de x plus petit que log de mu de x plus K de mu. Celle-là, elle est toujours optimale parce qu'on peut toujours prendre le mu, c'est le Dirac en x. Dans ce cas-là, log de mu de x, c'est 0. Et K de mu, c'est K de x. Oui, non, mais... C'est de manière un peu triviale, hein, évidemment. Mais non, on est en fait, la complexité de Kolmogorov est opportuniste. Et s'il y avait une manière systématique, non, en gros, s'il y avait une borne calculable et explicite qui donnait une borne systématique sur la complexité de Kolmogorov, en fait, c'est pas possible parce qu'on retomberait tout de suite sur les questions d'indécidabilité, on saurait résoudre le problème de l'arrêt, on saurait démontrer tous les théorèmes mathématiques de manière garantie, on saurait, enfin, s'il y avait une méthode qui marchait tout le temps, ce serait une contradiction. Enfin, une méthode qui marchait tout le temps avec une borne garantie sur son temps d'exécution en plus. D'autres questions pour finir? Sinon, écoute, merci beaucoup encore une fois. Et puis, je vais profiter au nom des organisateurs du colloquium pour vous souhaiter de bonnes vacances, de joyeuses fêtes de fin d'année. Et le colloquium reviendra donc en fait dès la semaine de la rentrée, le vendredi 7 janvier, avec un exposé qui sera à nouveau en distanciel, vu que la situation sanitaire risque de ne pas trop s'améliorer d'ici là. Voilà, bon courage à tous, portez-vous bien et puis joyeuses fêtes de fin d'année. Et à bientôt. Encore merci. À bientôt.